pour essayer de découvrir, peut-être à terme, des éléments qui vont améliorer ou guérir telle ou telle pathologie. Et donc, dans ce conflit de valeurs et d'intérêts, il faut bien regarder derrière ce qu'il y a derrière ces intérêts, mais ne pas considérer de manière un peu manichéenne que la vérité est simple à émerger. L'autre élément, c'est que par rapport à cette morale établie, il y a des choses qui émanent d'un certain nombre de convictions d'un certain nombre de nos concitoyens et d'autres qui peuvent être considérées comme universelles, dépassant même le cadre de la foi, de notre territoire et même de notre culture. L'homme ne doit pas être un esclave, il ne doit pas être marchandisé. La réification de l'humain doit être rejetée. Le don doit être anonyme et gratuit. Voilà des grands principes qui méritent de s'incarner dans la loi et de s'incarner dans la règle, mais qui montrent bien que, au-delà des valeurs que telle ou telle personne peut défendre, il y a une réflexion justement au travers de la découverte scientifique sur des valeurs que nous pensions assez simples et qui sont remises en cause. Et si je donne mon rein à mon frère, et si je donne un rein à mon frère, le don n'est plus anonyme. Ai-je pourtant le droit de le faire? Ça n'est pas non plus le combat ou le débat entre experts. La science n'est pas porteuse de ses propres valeurs, à mon sens. Pour avoir travaillé au CNRS pendant plusieurs années, j'ai bien vu que lorsque le chercheur est fixé sur sa recherche, il cherche. Et l'éthique est en amont et en aval. Mais elle n'est pas sur la recherche elle-même. Demander aux chercheurs d'être à la fois les porteurs du savoir de la science et les porteurs du savoir de la morale, c'est leur donner une mission qu'ils ne peuvent pas assumer, et c'est confisquer à l'ensemble de la population, dans une démocratie, la nécessaire réflexion sur les questions qu'elle génère. La bioéthique n'est pas que la limitation par une morale sur des valeurs des progrès scientifiques. Ce serait trop simple de mettre une colonne en disant voilà les limites et de poser les limites, même si tout ce qui est possible n'est pas forcément souhaitable. Ça n'est pas uniquement sur une grille de lecture de règles morales que l'on doit limiter la science. La science génère en elle-même une réflexion qui remet en question non pas nos valeurs, mais qui les remet en perspective. Et s'il y avait un combat, peut-être émergent, c'est probablement celui du fatalisme individuel et utilitariste, qui gagne notre société et qui prône par exemple le moins-disant éthique. Puisque cela se fait en Inde, et que ce monde est un monde ouvert dans lequel tout le monde peut se déplacer, appliquons-le en France pour faire en sorte que les gens n'aient pas à se déplacer en Inde. Puisque cela se pratique en Belgique, faisons en sorte que cela puisse se pratiquer en France pour que les plus pauvres d'entre nous ne soient pas écartés de solutions et de demandes sociétales qui pourraient s'appliquer dans le pays voisin. On voit bien le risque et le danger. À quoi ça servirait-il alors de débattre dans la loi française, puisqu'il suffirait de faire l'accumulation de toutes les législations les plus permissives et de les appliquer en France pour permettre aux Français de bénéficier, entre guillemets, de toutes ces méthodes. Le deuxième élément qui me paraît être un élément dangereux, c'est la compétitivité scientifique.
Les Anglais le font. Si vous voulez que la science progresse, faites-le en France. Sinon, la recherche scientifique anglaise dépassera la recherche scientifique française. Voilà ce que l'on entend et qui est une autre forme de compétitivité utilitariste en recherchant le moins-disant éthique. L'autre question est celui de la compassion individuelle médiatique. Nous avons vu avec beaucoup d'émotion une femme nous expliquer son bonheur. Récemment, à la mission d'évaluation parlementaire, d'avoir bénéficié d'une mère porteuse aux États-Unis. Et que tout s'était passé dans le plus beau pays du monde et dans les meilleures conditions du monde. Avec quelques dollars, bien sûr, à la clé, et avec l'argumentaire qui consiste à dire « Vous ne pouvez pas savoir la souffrance que j'avais lorsque j'avais perdu mon enfant avec une rupture utérine qui m'a empêché d'en avoir de nouveau, et vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai aujourd'hui d'avoir donné une petite sœur à mon premier enfant. » Et j'ai bien vu un certain nombre de membres de la mission écarter les yeux un peu humides et se dire eh bien oui, pourquoi ne pas donner ce bonheur individuel? On avait oublié la mère porteuse, on avait oublié l'instrumentalisation de la femme, on avait oublié un certain nombre de grands principes sur la compassion individuelle. Et si cette compassion est médiatisée, alors la pression des médias vient sous l'éclairage aveuglant vous dire que faites-vous pour elle? Comment se fait-il que la loi ne s'applique pas à elle? Et donc là aussi, il y a un véritable danger d'être tiré par la manche dans l'immédiat et dans le partiel, en oubliant l'universel et le long terme. Si bien qu'au fond, si la bioéthique est un questionnement, sur quoi est-elle ce questionnement? Elle est, à mon avis, bien sûr sur les valeurs partagées, dont il convient de réfléchir sur les fondements. Mais elle est aussi sur un certain nombre de choses. La première, à mes yeux, c'est l'altérité, l'autre. Quand je dis ma liberté, de façon assez banale, en quoi j'altère celle de l'autre? Et plutôt que l'autre, comment j'altère celle des autres? Comment, par mon choix individuel, je fissure le pacte des valeurs? La deuxième question, c'est accepter la complexité. Accepter le questionnement, c'est obligatoirement accepter la complexité. Accepter que les choses ne sont pas simples et affirmer que lorsqu'elles apparaissent simples, elles sont simplistes. Et que si elles sont simplistes, elles sont fausses. En médecine, en biologie, comme en morale. Et enfin, développer une éthique de la fragilité. Considérer justement que la fragilité doit être la préoccupation principale. Et ce qui est le plus fragile, le mourant, le mendiant, le vieillard, l'enfant à naître, l'enfant qui naît, sont les éléments que la civilisation et notre culture doivent protéger en premier. Et la force du désir et de l'insatisfaction ne doit pas primer sur la fragilité de l'ensemble des êtres qui, justement, ont besoin, dans une civilisation qui dit que la loi protège le faible par rapport au fort, elle ne doit pas être la loi qui répond à chaque insatisfaction et à chaque désir, sinon elle dégradera justement l'ensemble de cette quête de valeur et de cette quête de sens qui organise obligatoirement une civilisation qui a volonté d'être durable. Voilà les questions que j'ai et je n'ai pas de réponse. Mais ça n'est pas parce qu'on n'a pas de réponse qu'on n'agit pas, comme en médecine. Ça n'est pas parce qu'on est certain ou incertain qu'on ne fait pas quelque chose pour son malade. Et donc, je crois que le législateur doit écrire la loi bioéthique d'une main tremblante, mais en même temps que chaque citoyen doit s'approprier ces questions. Et dans le grand débat de bioéthique que le président de la République a voulu, et qu'avec Marie-Thérèse Hermange et 4 autres personnes, on essaie de développer, il faudrait bien que
le questionnement prime sur le sondage.